Je vous avais promis de revenir vers vous pour essayer de vous expliquer les enjeux, mais surtout aussi un peu les raisons de la crise que nous connaissons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine et plus globalement l'Europe. Je le fais ici en direct de l'Assemblée nationale où nous essayons avec le président de la République mais aussi avec le gouvernement d'étudier les meilleures réponses possibles à cette crise. D'abord, vous en expliquer les raisons. Pour comprendre les raisons, il faut revenir 30 ans en arrière, lors de la chute de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Elle intervient à la fin de l'année 1991, après la chute du rideau de fer. Et on assiste en fait à un démantèlement de l'Empire soviétique avec les différentes républiques qui sont explosées les unes par rapport aux autres. La Russie, finalement, redevient certes un très grand territoire, mais au niveau international, son rang, son rôle est évidemment bien moins élevé. En parallèle, l'Union européenne va commencer à s'élargir et l'OTAN aussi aux anciens pays de l'Europe de l'Est, mais aussi à certains anciens pays de l'Union soviétique, notamment les pays baltes. Pour la Russie, c'est une période très difficile. Elle a perdu son rang, elle a perdu une partie de sa fierté, elle se sent humiliée, elle doit même faire recours à l'aide alimentaire de la part de l'Occident pour éviter la famine. Cette humiliation, en fait, va amener Vladimir Poutine au pouvoir au début de l'année 2000 et il n'aura de cesse de vouloir rendre sa fierté à la Russie et de recréer en quelque sorte l'Empire soviétique, là où la Russie avait dominé une partie du monde lors de la guerre froide avec les États-Unis d'Amérique. En 2008 se tient à Bucarest un sommet de l'OTAN qui va permettre l'adhésion, en tout cas ouvrir le processus d'adhésion à la Géorgie et à l'Ukraine. C'est l'ultime provocation pour Vladimir Poutine qui décide d'envahir la Géorgie en 2008 et d'occuper un certain nombre de territoires, notamment l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et il va faire de même avec l'Ukraine, d'abord en Crimée en 2014. C'est vrai que c'est un territoire essentiellement russophone, qui a la plupart du temps toujours appartenu d'ailleurs à la Russie, mais enfin qui appartenait à l'Ukraine. Et puis progressivement, il va rogner sur ce qu'on appelle les républiques séparatistes, notamment le Donbass. Et ce sont les républiques qui aujourd'hui sont déclarées indépendantes par Moscou et en quelque sorte rattachées au bloc de la Russie. Ça, ce sont les raisons, ce sont essentiellement des raisons pour la Russie dites de sécurité parce qu'elle a l'impression d'être encerclée par l'OTAN et puis surtout c'est soigner l'humiliation que la Russie a vécue à la fin de la guerre froide, comme vaincue de la guerre froide, essayer de lui rendre son rang et surtout sa place dans le concert des nations et on le fait par la brutalité, par la force. Maintenant, quels sont les enjeux ? Pour la Russie, c'est bien sûr l'enjeu de la sécurité, mais aussi c'est l'enjeu des ressources, parce que l'Ukraine, c'est la voie du pétrole et du gaz vers l'Europe, avec les gazoducs, mais c'est aussi le grenier à blé de l'ancienne Union soviétique. C'est à peu près 12% des exportations, des exportations de la production mondiale de blé, et donc c'est la garantie de ressources alimentaires, mais aussi la capacité d'aller exporter ailleurs sur d'autres marchés dans le monde. Donc c'est une capacité pour la Russie d'être plus riche et de peser également dans l'économie mondiale. Pour nous Européens, l'enjeu est différent. Premier enjeu, bien sûr, c'est la sécurité, parce que si on commence à redessiner les frontières pour recréer les anciens empires, on n'a pas terminé. Ces anciens empires, ils ont été multiples de par le monde. D'ailleurs, il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Turquie avec l'ancien empire ottoman, mais on pourrait même aller jusqu'à demander si l'Alsace, qui appartenait à l'empire romain germanique jusqu'au traité de Westphalie en 1648 devrait rester à la France. Vous voyez que si on commence à redessiner tout ça, on n'a pas terminé et ce sera rapidement un chaos mondial.
Et puis derrière, il y a aussi pour nous une question d'influence. On parlait du blé tout à l'heure. C'est l'influence que nous pouvons avoir dans nos zones d'intérêt, notamment en Afrique, où la Russie pourrait progressivement damer le pion à la France et occuper les marchés que nous occupions jusqu'à présent. Et puis enfin et surtout, il y a la question énergétique. Globalement, l'Union européenne dépend à peu près à 30% du gaz russe, avec pour certains pays une dépendance beaucoup plus forte, notamment l'Allemagne qui est à plus de 40% de dépendance. On voit bien que le prix du gaz risque d'augmenter énormément et derrière également celui du pétrole, ce qui pourrait créer pour nous des problèmes à la pompe si le litre d'essence ou de diesel allait au-dessus des 2 €. Il faudra évidemment envisager ici au Parlement des mesures pour ne pas massacrer le pouvoir d'achat des ménages à travers la facture énergétique. La question qui se pose aussi est de savoir maintenant que faire, comment réagir. Le président de la République est à la manœuvre à travers le sommet de l'OTAN, le sommet de l'Union européenne, le sommet du G7 qui sont en train d'être organisés. Il y aura des sanctions probablement massive contre le régime de Vladimir Poutine. Une option militaire semble peu probable. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc il n'y a pas de traité qui nous lie, contrairement à ce qui pourrait être le cas dans les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, ou les autres membres de l'OTAN qui sont protégés par ce pacte de l'Alliance et donc par le parapluie nucléaire américain et des membres de l'OTAN qui possèdent également l'arme nucléaire comme la France ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu militaire immédiat, de risque de guerre généralisée, mais enfin c'est quand même un problème, surtout que personne ne sait où Vladimir Poutine veut s'arrêter. Après l'Ukraine, il peut y avoir la Transnistrie, et puis il y a aussi la question des autres empires, entre guillemets, dans le monde qui cherchent à restaurer leur puissance, la Turquie notamment, la Chine avec Taïwan. Donc évidemment, la violation du droit international est une grande source de préoccupation, parce que ça veut dire que si chacun sort de ses frontières pour aller chez les autres, on voit bien que là, on a un risque militaire qui pourrait être généralisé. Et puis derrière, il faut aussi imaginer comment garantir la paix. Parce qu'il va y avoir la phase de tension, mais il faut déjà préparer l'après-guerre, celle qui permettra de rétablir un équilibre du monde et surtout de nous permettre de vivre en paix ensemble. Vous savez, je suis parlementaire ici à l'Assemblée nationale en France, mais je suis également représentant de la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, cette organisation qui siège à Strasbourg, qui réunit 47 États membres, dont l'Ukraine et la Russie. Eh bien, j'avais proposé dès 2018 dans cette assemblée que l'on puisse essayer de nouer des coopérations concrètes, pas simplement la question des droits de l'homme, de l'état de droit ou de la démocratie, qui sont les valeurs du Conseil de l'Europe, mais des coopérations concrètes, notamment avec la Russie et la Turquie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la voie qu'avaient utilisée les pères fondateurs de l'Europe en 1950 et en 1957, quand il a fallu se réconcilier avec les Allemands après 3 guerres, 1870, 14-18 et 39-45. L'Alsace était au cœur d'ailleurs de ces conflits. Et quand il a fallu se réconcilier avec les Allemands, quelle est la voie que nous avons utilisée ? La voie de l'énergie, d'abord du charbon et de l'acier en 1950, puis de l'énergie atomique, Euratom, en 1957, parce que l'énergie, c'est l'économie, c'est ce qui permet de créer de la prospérité, de la partager ensemble. Et donc, à mon sens, en tout cas c'est la proposition que j'avais formulée, il faudrait créer une sorte de communauté des énergies qui permettra également de favoriser la transition énergétique, de faire en sorte qu'on puisse sortir des énergies fossiles. On sait que la Russie, son pouvoir économique dépend essentiellement des énergies fossiles, donc il faut également garantir au peuple russe, je ne parle pas à Vladimir Poutine, mais au peuple russe, une capacité d'avoir une prospérité au-delà des énergies fossiles. Donc je pense qu'on a un véritable enjeu
dans les prochaines années et que la voie que nous avons empruntée en 1950 pour la construction européenne au niveau de la petite Europe, eh bien nous pourrions l'utiliser à nouveau au niveau de la grande Europe pour faire en sorte que l'on puisse construire avec le peuple russe qui, à un moment ou un autre, aura aussi un destin au-delà de celui de Vladimir Poutine, avec le peuple turc qui aura un destin au-delà de celui d'Erdogan, eh bien une sorte de communauté des énergies qui nous permettront à la fois de faire la transition énergétique, mais aussi d'avoir une sorte de prospérité partagée et, je l'espère, une paix globale, comme nous avons réussi à la faire avec nos amis allemands, qui pourtant étaient nos adversaires et avec lesquels nous nous sommes battus pendant très longtemps au siècle passé. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, ce premier jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous vivons une situation qui est extrêmement dure, extrêmement délicate, qui peut évidemment dégénérer, qui aura des répercussions, notamment sur la question du prix de l'énergie, sur les matières premières, sur notamment les matières agricoles, sur l'influence de la France en Afrique. Ce sont des batailles de jeux d'échiquier qui sont en train de se jouer là-bas. Mais vous connaissez aussi mon engagement pour la paix et pour l'Europe. Je suis persuadé que nous devons imaginer dès maintenant les voies qui nous permettront d'assurer une paix globale et durable avec la Russie, avec la Turquie, pour éviter que ces pays ne soignent leur humiliation vécue notamment dans ces dernières décennies par des politiques impérialistes, des politiques qui viseraient à restaurer leur fierté, leur grandeur à travers leurs empires passés, parce que ces politiques-là, elles menaceraient notre sécurité, elles nous mèneraient véritablement et inéluctablement à la guerre, et ça évidemment pour nos enfants, nos petits-enfants, nous ne le souhaitons absolument pas. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Aujourd'hui, punir le régime de Vladimir Poutine pour ce qu'il a fait, parce qu'il a violé le droit international, mais préparer d'ores et déjà la paix, faire en sorte d'imaginer les solutions concrètes qui permettront de vivre en paix dans les prochaines décennies en Europe. C'est notre responsabilité face à l'histoire.